Bien, bonjour à tous, c'est l'heure du débat, ce débat du mardi, organisé par Barbara Monquier. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous et avec les invités qu'il va falloir présenter. Mais déjà, la thématique même de ce débat. Eh bien, on l'avait promis, je l'avais promis. Je dis on parce je salue Sandy qui est à côté de moi, chroniqueuse. Nous avons parlé en fait du chef sujet. d'entreprise, Oui. Chef d'entreprise, femme aussi influente, chroniqueuse, mère d'enfants. Oui. Voilà, en fait, nous avions, sur ce plateau, j'avais parlé du sujet des relations toxiques. Oui. Et nous avons eu l'occasion avec justement Sandy de faire un live où il y a eu beaucoup de réactions, n'est-ce pas, Sandy? Effectivement, sur Instagram. C'est ça, sur Instagram, exactement. Et du coup, suite à ça, quoi de plus naturel que de venir sur le sujet avec deux invités. Donc, nous avons avec nous Monsieur Franz César, qui est psychologue. C'est un psychologue, hein? C'est ça. J'aime bien les psychologues. Sûr. C'est sûr. Je les évite, mais je les aime bien quand même. Ils sont nécessaires dans la société. Okay. C'est ça, puisque à chacun son métier, à chacun son efficacité, s'agissant du sujet en plus. Et nous avons aussi avec nous Sylvia Brosse, qui est coach comportemental, qui est experte en communication non verbale. Donc, s'agissant du sujet aussi important, je pense que c'était nécessaire, vraiment, d'avoir un plateau constitué de pros. Il y en a certainement d'autres, mais sûr. Voilà, c'était l'idée il faut toujours faire des choix. Voilà. Informer, c'est choisir. C'est ça. Donc voilà pourquoi nous avons opté pour ce débat-là, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui est prégnant, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Oui. Et dans les autres domaines, c'est vrai que ce sujet de toxicité et d'actualité, bien plus d'actualité. Et puis l'idée, c'était de pouvoir, on va dire, accompagner la conscientisation, permettre de dédramatiser le sujet aussi, puisque c'est important de donner du sens, qu'on puisse vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de toxicité. On parlera aussi du pervers narcissique, puisque c'est là que c'est un mot qu'on entend aussi, on va dire un peu à tout bout de champ, beaucoup. Dès qu'il y a une histoire maintenant, c'est un pervers narcissique. C'est un PN. Voilà. Mais sauf que non, enfin, on le verra ensemble, je ne vais pas trop en dire, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais on a suffisamment de personnes présentes, n'est-ce pas? Chers psychologues, chers coachs, chère Sandy, chroniqueuse, entrepreneuse, pour débattre sur cette question. Je peux poser une question à Madame Brosse. Qu'est-ce que c'est exactement une experte en langage non verbal? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vous analyser et qui va observer justement tous les signaux qu'envoie votre corps. Oui. Le langage non verbal, en fait, c'est la corporalité, le langage du corps. Oui. Eh bien, votre corps envoie des signaux beaucoup plus forts, beaucoup plus conscients que ce que vous dites. Et c'est exactement la traduction et l'observation que je fais en l'associant à des questionnements pour avoir des éléments de réponse plus précis sur qui vous êtes. Parfait, c'est bien dit. Et en plus, par rapport à ce qu'elle dit, c'est là où ça a matché aussi, puisque je n'ai pas parlé de la jeunesse de ce plateau. C'est quand même important de donner du sens, puisque la vie, enfin, j'arrête pas de le dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, Sylvia et moi, nous nous sommes rencontrés sur un domaine qui est le domaine sentimental. Moi, étant justement spécialisée dans la communication émotionnelle, nous avons trouvé intéressant cet échange, ce binôme. Elle qui est dans l'analyse justement de la partie comportementale, donc ce qu'on va voir en externe, et moi sur la partie intérieure, tout ce qui se passe, notamment les mots intérieurs. Dans la limite de mon champ, n'est-ce pas, cher psychologue? Puisque voilà. C'est un domaine où chacun a sa part de contribution. Alors, obligatoirement, la première question que je vais poser à vous tous et toutes, qu'est-ce qu'une relation toxique? Je demande ça d'abord au psy. Si tu veux, toxique. C'est un produit qui vient interférer de façon problématique avec un environnement ou quelque chose. Donc, une relation toxique, c'est une relation qui vient interférer sur le bon fonctionnement de notre être, donc qui vient contrarier notre bien-être. C'est ça. Donc, une relation toxique vient nous empêcher d'être complètement maîtres de nous-mêmes, propriétaires de nous-mêmes, possédant de nous-mêmes et gestionnaire, jouissant de nous-mêmes, bien comme il faut. Et Madame Brosse, une relation toxique, ça se voit dans le comportement non verbal? Alors, ça se voit dans le comportement... Ça se discerne, enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Ça se discerne dans le comportement non verbal, ça s'observe, et je dirais même plus loin, c'est vrai que la relation toxique, on l'associe souvent à la dimension sentimentale. Oui, justement. Cependant, elle intervient dans d'autres sphères également.
la dimension professionnelle, la dimension familiale, la dimension même dans le sport. On peut avoir un coach qui prend beaucoup de place, qui entraîne une athlète, ou un athlète d'ailleurs, et prend beaucoup de place. Donc la toxicité, en tout cas, elle intervient sur différentes sphères. Elle s'observe dans l'analyse non verbale, comme vous l'avez dit aussi, oui, parce que c'est un comportement qui va entraîner des manifestations très oppressantes. Donc oui, elle peut aussi s'observer dans le comportement non verbal. Eh bien oui, mais j'étais déjà en train d'attendre pour alimenter ce que tu dis, Sylvia. Ben, nécessairement, on est dans la partie comportementale, parce qu'il se sera passé des choses intérieurement. Voilà, puisque les émotions sont là pour donner une information et du coup, ben, l'expression en découle. Voilà, donc tout ce qui sera toxique par rapport à tout ce qui s'est dit, ben, c'est qu'à partir du moment où on ne va pas se sentir bien intérieurement, on va avoir peut-être même des manifestations physiques en voyant simplement la personne concernée, en écoutant la personne concernée. Donc que ce soit par exemple le stress, la peur, la crainte, la tristesse, toutes ces choses-là en fait se mélangent finalement qui va nous mettre sous tension. Et bien à ce moment-là, nécessairement on pourra se dire ben ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui se passe à l'intérieur et ça ne va pas. Donc c'est pas une relation qui est saine. Bienfaisante. Bienfaisante. Pas bienfaisante. Oui. Elle nous met pas bien. Voilà. Et ça me dit, dis-vous deux petits mots sur la relation toxique. Tu as vécu une relation toxique? Ben, je pense qu'on en a tous vécu, que ce soit dans un domaine, un milieu particulier ou un autre, que ce soit le milieu professionnel, sentimental, familial ou même amical. Même amical. Oui. Et pour moi, c'est lorsqu'il y a un rapport dysfonctionnel, effectivement, entre déjà deux individus, et que cette relation touche au bien-être, comme les professionnels ici présents disaient. Et c'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de son corps, de ce qu'on ressent. Et je pense qu'on va, avec les professionnels présents, détailler tout ça. Voilà, donc je dirais rapport dysfonctionnel. Ouais. Atteinte au bien-être. Alors, l'autre sujet qui est parallèle à ça, c'est le pervers narcissique, le PN. Oui. Alors, il fait partie des personnages. Il y a un lien entre les deux, en relation toxique et pervers narcissique. Le pervers narcissique fait partie des personnalités problématiques toxiques. Mais il n'y a pas que lui. Il y a des gens qui ne sont pas pervers narcissiques, qui sont juste des beaux manipulateurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Au travail, on parle de harcèlement moral. Le harceleur moral peut ne même pas avoir conscience qu'il est toxique. C'est ça. Oui, parce qu'il y a différentes modalités. Okay? Donc c'est un toxique aussi. Mais ça peut être un très mauvais manager. Mais vous pouvez avoir la jalousie. La jalousie amoureuse. La personne t'aime trop fort. Mais oui, c'est toxique. Il t'aime trop fort. C'est toxique à partir d'une certaine dose, je comprends. Donc si tu m'aimes trop fort, tu deviens toxique. Il ne faut pas aimer trop fort. Donc... Mais non. Est-ce que c'est de l'amour, monsieur César? Oui, c'est une forme d'amour. Mais c'est un amour toxique. Et pourquoi boire de l'eau? De l'eau sale. Il est toxique. Mais c'est de l'eau. J'aime bien l'image. Eh bien oui, ou manger toxique. Donc le manger, il est défraîchi. Il est toxique. Donc en fait, le mot amour ne se résulte pas à dire c'est bon. On peut avoir toutes sortes d'amours problématiques et il y a des amours qui ne sont pas problématiques. Donc la jalousie amoureuse, à partir d'un certain plafond ou de certains seuils, ça dépend comment on veut voir les choses, ça devient toxique. Un parent, il peut être toxique avec son enfant. C'est vrai. Parce qu'il est dans l'exigence de l'excellence. Si on a rattrapé 18, anti-jeune fille dit-moi l'autre jour, à cabinet là, j'ai apporté 20 à mon papa. 20 sur 20. Papa m'a dit, pourquoi t'as pas 22? Et la gamine a été traumatisée de ça. Ça, c'est toxique, ça. Parce que ça vient contrarier le bien-être de cette gamine qui est trop fière de ramener 20 sur 20, ou peut pas faire plus. Et au lieu, papa dit, chouette, c'est vraiment génial. Pourquoi t'as pas 22? Et la gamine, à ce jour, a conservé le traumatisme de ça. Ça, c'est un lien toxique. Donc, le mot toxique, c'est pas dans le champ des relations amoureuses, c'est pas que le pervers narcissique, c'est toute interférence d'un être humain dans la vie d'un être humain qui vient combattre son bien-être, qui vient contrarier la possession joyeuse de sa vie.
Et moi, en plus, ça me fait réagir sur plusieurs points, hein, mais notamment quand tu as parlé de celui qui peut ne pas avoir conscience, notamment le manager, qui peut ne pas avoir conscience d'être toxique. Oui. Et c'est bien souvent, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Bien sûr. Les parents, donc tu as pris l'exemple là, enfin dans le travail, peu importe. Oui. Et j'ai envie de dire que ça parle aussi des mots de la personne, Bien sûr. de ses attentes, de ses Bien souffrances, sûr. de ses blessures Bien sûr. et de sa représentation du monde finalement qu'elle a envie de donner aux autres et même imposer en pensant des fois bien faire. Nos troubles deviennent une occasion de toxicité pour ceux qui nous sont proches. Absolument. Et comment un coach réagit par rapport à un pervers narcissique ou à quelqu'un de toxique? Est-ce qu'il y a une solution? D'accompagnement. Vous demandez comment les gère. C'est ça. Déjà, ce qu'on explique souvent, c'est que quand on est face à un pervers narcissique, on est dans une pathologie qui est grave, d'ailleurs on est dans une maladie. On ne peut pas s'imposer comme soigneur ou comme médecin. La meilleure défense, c'est de fuir, c'est-à-dire partez. Quand on a en tout cas tous les éléments pour s'assurer qu'on est vraiment face à quelqu'un de malade, parce qu'on va dire les choses, parce qu'un pervers narcissique, on est de l'ordre de la pathologie, on ne pourra pas en tout cas réparer tous les maux qui ont fait qu'il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas... On ne le bonifie pas. Il n'y a pas de solution. Alors après, on parle souvent de pervers, et j'insiste là-dessus, parce que pervers et perverse aussi, nous sommes sur un plateau de femmes, mais on parle aussi d'hommes comme femmes. Parce que, même les femmes aussi le sont. Oui, bien Oui. sûr. Parce qu'on dit toujours un pervers narcissique. On dit, j'ai jamais entendu une perverse. C'est le sujet. Voilà. C'est le sujet. C'est le sujet. Et c'est intéressant de juste apporter le fait qu'on prend la fuite, très bonne option, Oui. mais on peut aussi le mettre en fuite. Tout à Aussi, fait. oui. En Tout à retournant fait. la situation. Tout à fait. oui. Et ça avec l'aide d'un professionnel aussi. Bah oui, c'est ça. c'est mon larel, l'étude de mon larel. Je te mets en fuite, moi. Je vais C'est te ça. filtrer, je vais te C'est mettre ça. du carbone. Absolument. Charbon actif. Mais après, il est important de connaître la différence. Comme elle disait, Barbara, on parle beaucoup du pervers narcissique, mais comment faire cette... Enfin, comment repérer lorsque nous sommes en face d'un pervers narcissique ou pas? Parce qu'il y a des personnes toxiques qui ne sont pas forcément pervers narcissiques. C'est vrai. Comment détecter... voilà, que là, nous sommes L'élément en face- de Oui, détection l'élément, majeur. c'est ça. Il y en a Parce que là, un. en l'occurrence, vous dites, lorsque nous sommes en face d'un pervers narcissique, il faut prendre la fuite. Ou le mettre en important- fuite. ou le mettre en fuite. Il est important de savoir le repérer. C'est ça. Mais À mon ça. avis. Avoir un cadre, une définition. Voilà, nous aider à donner quelques Comment les repères, identifier. comment les identifier. Il y a au moins un élément. Bon. Ils ont besoin de nous pour exister. Et donc, ils prennent sur moi. Ils se servent de moi. Ils profitent de moi. C'est le moment où vous allez détecter que la personne profite sur vous. Ouais. C'est un parasite, en fait, le pervers narcissique. En fait, il est incapable d'exister par lui-même. D'accord. Donc, il a besoin... Il a c'est besoin comme le des autres. pourboire. Il a besoin des autres, oui. C'est pour boire. Ouais. Ah, Il bousin. ouais, vision. C'est une personne qui n'a pas la capacité du niveau de fonctionnalité qu'elle recherche. D'accord. Donc, il bousin. Ça devient votre parasite. Et c'est au moment où vous vous rendez compte que la réciprocité ne joue pas dans la relation. Normalement, une bonne relation, elle est au bénéfice des deux de façon équilibrée. Et pas au monde, pas principe au monde. Ouais. T'as la réponse? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il peut être... Enfin, il peut être conscient et non conscient. Est-ce qu'on peut être pervers narcissique et ne pas être conscient de son état maladif? Si je peux. Ouais, C'est une pathologie ou pas? Oui, c'est pathologie. C'est une pathologie. Il y a 4 pathologies d'un pervers narcissique. 4. Donc, il n'y a pas une ni 4. Je voudrais juste rajouter à ce que disait M. César. Comment le repérer, en fait, comment l'observer? Il y a quelque chose d'assez malaisant, en fait, qui est difficile même à comprendre et qu'on ressent même à l'intérieur de son corps. C'est-à-dire qu'on est bien avec la personne, mais on sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous dérange. Et c'est dans l'attitude, dans la manière et même dans le parler, en fait. Un exemple, ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire que la personne va déformer nos propos. Elle va, au travers de... Je prends un exemple, on est dans un dîner, je suis avec mon pervers narcissique, et tout va bien, on discute, donc là, face à d'autres amis, il va m'encenser en disant « Sylvia, tu es quelqu'un de suite. » Et puis, il va envoyer une petite phrase qui va me décrédibiliser, ou voilà, mais comment tu es habillée aujourd'hui? Je ne comprends pas, je n'aime pas trop ta coiffure, je trouve que ça ne te met pas forcément en valeur. Et puis, donc, je vais prendre quelque chose, enfin, je vais le prendre vraiment mal, et puis ça va me faire un peu de mal. Et
Et tout de suite, il va revenir en disant « Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'était une petite phrase comme ça, mais tu es toujours aussi rayonnante. » Enfin, il y a beaucoup... C'est l'art de déformer, en fait. C'est quelqu'un qui risque, devant les autres, vous envoyer des petits pics, des petites phrases pour vous dévaloriser. Et ensuite, rapidement, dire « Mais non, c'était sous le son de la plaisanterie. Mais tu prends toujours toutes les choses mal. Aie confiance en toi. » Donc, il y a cet effet un peu chaud-froid. Oui. Je t'aime. Je te fais du mal. Mais en même temps, je t'aime. Voilà. Et c'est très, très inconfortable, en fait. Parce qu'on ne sait pas trop. Un jour, il est bien. Un jour, il n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais au niveau comportemental, alors ça s'exprime, ça se voit quand même. Juste avant qu'on passe au groupe, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que la première phase du pervers narcissique, comme il a besoin de nous au début, les débuts, c'est qu'il va faire tout pour nous plaire et montrer l'image. Nous combler. Voilà, nous combler, au-delà même, nous combler. Donc montrer cette image extraordinaire de ce qu'on n'a jamais vu, de ce qu'on a toujours attendu, parce que non seulement il sera très dans l'observation. Oui. Mais en plus, il va faire en sorte qu'on puisse nous faire croire qu'on a besoin. Il va prendre de nous, mais en nous faisant croire aussi qu'il est là pour nous protéger, pour notre bien. Donc, ce qui fait que quand ensuite, on va se laisser, on sera dans ton exemple sur la sortie, où il va glisser progressivement, subtilement, des petites remarques qui vont toucher à ta personne, tu vas considérer la chose comme étant limite vraie. Parce que cette personne a toujours eu cette bienveillance déguisée, en quelque part, d'être là pour toi, même si elle prend tout ce qu'elle a à prendre. Hein. Donc, moi, j'aime bien associer le pervers narcissique à l'image du vampire. Oui. Le vampire qui pompe à tel point que tu n'as plus t'as plus d'énergie, tu n'as plus même de façon de penser. Tu ne sais même plus comment réfléchir ni réagir. Moi, je ne sais plus. Du coup, après, ce qui va faire qu'on va considérer ce que la personne dit comme étant vrai. Et ça va nous impacter. Donc, bien sûr, émotionnellement et puis sur la partie comportementale. Alors, c'est intéressant, vraiment, d'apporter quelques petites précisions sur le mécanisme, d'accord? C'est parce que nous avons montré une vulnérabilité que le pervers s'intéresse à nous. Oui. Il choisit sa cible, en fait. Il choisit sa proie. Sa proie. Oui, surtout la proie, oui. Est-ce que vous avez vu les prédateurs? Ils ne cherchent pas la proie la plus robuste. Ils cherchent la proie à manger, donc, autant que possible, la plus faible. Donc, nous avons montré une forme de vulnérabilité. Un pervers narcissique au niveau ne s'attaque pas à quelqu'un d'équilibré. Donc, quand nous nous retrouvons dans cette situation, c'est que le pervers narcissique est en train de nous dire, tant pis, y'a. Sous pas t'es fragile, en pâté, nous c'est quoi. Donc, c'est comme si je prends soin de toi pour mieux te manger. Du coup, il est conscient, M. César. Donc, il ne veut pas te manger intégralement une fois pour toutes. Il veut t'entretenir pour que tu continues d'être la ressource. Donc, le pervers narcissique ne cherche pas quelqu'un qui n'a rien à faire, qui ne gagne pas d'argent, qui n'est pas brillant. Le pervers narcissique, quelqu'un qui a une vulnérabilité, mais il a besoin de quelqu'un pour lui dire « T'es beau, t'es joli, t'es bien, t'es fort, t'es machin ». Et en même temps, il a manger. Donc, dans cette problématique-là, il y a deux personnes problématiques. La personne vulnérable et la personne dépendante. Le pervers narcissique, c'est une personne dépendante. Donc, la personne qui est la proie est une personne riche en potentiel. Oui, sauf qu'elle a une vulnérabilité sur son estime de soi. Alors, justement, c'est ça que j'allais dire au niveau de la vulnérabilité. Comment protéger cette personne? Parce que je posais l'autre question. Est-ce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est égocentrique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est égocentrique, tourné sur soi? Qui a une grosse image d'elle, qui je pense qu'en s'aimer, Au démarrage, non, parce qu'il va apporter toute son énergie sur l'autre, c'est-à-dire que l'autre sera son monde, son univers. Il va être dans le love bombing. Au démarrage, l'objet du soin. Voilà, l'objet du soin. Il sera vraiment dans cette... il va porter sa bien-aimée sur un peu comme sur un piédestal. Donc, l'égocentrisme, non, parce qu'il se donne vraiment. Et cet excès d'amour va apporter tellement à l'autre. Mais c'est pas possible. Enfin, je me sens véritablement aimée, surévaluée. C'est bon, finalement, à prendre. On le prend. On se dit, mais je pensais pas vraiment être... Donc, égocentrique, non. Plutôt dans l'excès de bienveillance, en tout cas, comme tu l'as dit, déguisé au démarrage, pour traduire autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est incongruent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc cette incongruence, ça s'appelle le loup dans la peau de la brebis. Le loup dans la peau de la brebis, c'est pas mal. L'image qu'on voit, c'est la brebis, mais l'acteur à l'intérieur, c'est le loup.
Mais alors, dans la relation familiale, comment ça s'exprime ça dans la relation familiale? Parce que d'une manière générale, quand on est mon fils ou père, fils, père, mère, etc., une relation toxique à ce point, cette dimension, dans la même dans la famille? Parce qu'on peut le comprendre, une relation amoureuse. Oui, wow. Je vous donne un exemple. Oui. Un papa me dit un jour, mon fils, c'est mon bras droit. Quand ça t'a déjà vu un bras droit, réfléchir? D'accord, ouais. Il ne dit pas c'est son cerveau, mais c'est son bras droit. Okay. Donc, il fait de son fils ce qu'il veut. Son fils doit le servir. Donc, le bras, il sert le cerveau. Il est aux commandes. Donc, si c'est mon bras droit, il fait ce que je veux. Oui. Il devient qui je veux. Et donc, il est en train de servir le projet de son père. À ce moment, c'est un père toxique. Et en plus, c'est très intéressant comme image. C'est vraiment très parlant parce que pour le fils, c'est valorisant. Je suis le bras droit de mon papa. Alors, ça veut dire que je vaux quelque chose. Je peux m'estimer. Je peux servir aux intérêts de mon papa. Donc, il aurait une bonne image de moi. Donc, tous ces messages, finalement, en fait, comme des injonctions de faire et de ne pas faire et de faire, qui vont construire l'identité de l'enfant et qui va détourner, en fait, sa situation, en fait, sa façon d'être en tant qu'adulte. Et à ce moment-là, ce que tu avais dit tout à l'heure, cette personne qui t'envoie, c'est Madame Boss qui disait tout à l'heure, cette personne, vous l'avez aussi évoqué, cette personne vous donne les messages un peu problématiques sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous, en tant que bras, donc en tant qu'objet, c'est un objet, c'est une ressource, vous êtes une ressource pour le pervers narcissique. À un moment où vous devenez pas la ressource conforme à ses attentes, il faut qu'elle vous regarde. Donc, les petites piques qui vont vous faire sentir c'est bizarre et qui va vous rappeler à l'ordre, ça sert à vous remettre dans la configuration dans laquelle c'est idéal pour vous manger. C'est ça. Et donc, c'est pas fait juste pour vous critiquer, c'est fait pour vous culpabiliser et vous remettre sous sa dépendance. Et dans la relation amoureuse, c'est pareil? Ah ben, complètement. C'est parce que là, on va dans la dimension de l'affect, du sentiment amoureux, tout ce que ça peut engendrer. Ben c'est même... Voilà, enfin, je veux dire qu'il y a... Ça peut même être encore pire, plus dramatique. Parce que M. César a dit que la relation amoureuse peut être toxique. Oui. Quand il y a trop d'amour, trop d'amour tue l'amour, en fait. Oui. Eh bien oui, parce qu'on peut avoir le sentiment, la personne peut se sentir aussi étouffée. L'autre peut se sentir envahi. On l'étouffe. Envahi. Et on est dépossédé de sa liberté d'aimer. Parce que normalement, aimer correct, enfin le bon aimer là, c'est je t'aime comme je peux et tu le prends si ça te va. Si c'est pas assez, tu peux le dire, mais si finalement c'est pas ce qu'il te faut, tu te casses. Mais après, il est important de se dire, en fait, on ne peut pas réagir. Ok, très belle question. C'est... Voilà. On va les démasquer. Pas réagir la question que tu poses, c'est les démasquer. Alors, il y a des façons plus ou moins subtiles de les démasquer. Tu n'as pas besoin de faire ça forcément avec des trompettes, publiquement. C'est beaucoup plus puissant quand la personne se rend compte que vous faites preuve de subtilité et que vous avez parfaitement lu dans son jeu. Et que vous avez mis en place les moyens de la confondre. D'accord. Il a peur. Le pervers narcissique doit avoir peur de vous. Et c'est pour ça le pervers va prendre la fuite. Parce qu'il vous redoute. Il faut qu'il se rende compte que vous êtes plus intelligent. L'affront. Ouais. Aussi va permettre aussi. Oui, l'affront, ça fait partie des techniques. Oui. Ou quand répondre des choux pour choux, là, il dit une parole qui est en travers, publiquement, ou quand il y a une autre en travers, mais sans montrer au violent. Pitié à pitié. Pourquoi faire ça tranquillement? Alors, je pose la question au coach. Comment on accompagne... alors, il y a deux personnes. Il y a la personne qui subit et la personne qui attaque. Alors, ceux qui attaquent, on a dit il faut s'en écarter. Mais celle qui subit, comment l'aider à remonter? Eh bien, là, quand elle a vraiment été, entre guillemets, écrasée. Voilà, ou manger. Oui, tout à fait. terme de tout à fait. M. César. Mais alors, la première chose que j'aurais envie de dire, et c'est pour ça que vous avez vu de quoi est constitué le plateau, c'est que à chacun son métier. C'est-à-dire que si la personne, elle a vraiment été sous emprise et qu'elle est mal, le coach, lui, va pouvoir accompagner donc, cette personne-là dans le fait de regagner la confiance, regagner l'estime, se recentrer sur elle, arriver à atteindre des objectifs pour à nouveau prendre goût donc, à la vie ou autre. Par contre, il est intéressant de voir un psychologue. Parce qu'en fait, ça dépend bien entendu de chaque individu, mais chacun sa spécialité. Le PN garde une personne sous emprise. Quand on est sous emprise, ça veut dire qu'on est
pas en capacité nécessairement. On n'est pas libre. On n'est pas libre et on n'est pas en capacité de prendre des bonnes décisions pour soi. On n'est plus en fait concentré sur soi. Je reviens sur l'image du vampire où on n'est plus nous-mêmes. On est affaibli. On est affaibli. Donc il est important, le combo, hein, le mix coach-psychologue peut aussi très bien se faire et ça peut être encouragé dans ce cas-là parce que vraiment chacun va pouvoir aller traiter ou accompagner en fonction de la pathologie, en fonction du trouble, de la difficulté qui va être rencontrée. On commence par le coach ou par le psy? Peu importe. C'est ça. Il suffit qu'on commence par une personne qui maîtrise son truc. C'est ça. Ce qui compte, c'est que les pros maîtrisent leur truc. Et qu'ils soient capables de démontrer assez rapidement qu'ils peuvent soutenir et trouver avec la personne des voies de délivrance. Parce qu'en fait, la personne qui est la proie, elle est rendue en esclavage. C'est ça. C'est une forme d'esclavage. Donc elle dit, en prise, c'est que tu n'es plus à toi-même. Dans l'esclavage, tu n'es plus à toi-même. Tu es un objet, tu es une ressource. C'est la même chose. Hein. C'est une autre forme d'esclavage, en fait. Hein. Une forme modifiée. Plus subtile. Plus subtile. Donc il faut apprendre la personne à se connaître. Alors, au niveau, je pose la question aux femmes, s'il y en a trois. Quand c'est la femme qui est perverse narcissique, comment l'homme peut réagir? Mais, moi, non, mais on disait tout à l'heure on disait tout à l'heure avant le débat qu'il est important de savoir réellement qu'est-ce que cette toxicité pour nous ne pas l'être. En tout cas pour une personne, puisqu'on pointe souvent du doigt, mais il est important de ne pas être toxique aussi soi-même. Soi-même pour autrui. C'est ça. Et c'est là où l'intervention, justement, comme l'a dit Barbara, du suivi en tant que victime de pervers narcissiques, d'être accompagné par un coach et par un psychologue pour vraiment comprendre qu'est-ce qui a renvoyé justement ce déséquilibre, quelle a été la faille dans laquelle il s'est engouffré pour justement récupérer chez moi, se nourrir de la quintessence qui lui a permis justement de prendre de l'ampleur et de prendre de la place chez moi. Eh bien, une fois que la restauration elle est faite, moi j'ai besoin de comprendre de mettre un mot pour ne pas justement retomber, parce que on peut être victime d'un PN et se dire c'est ok, c'est fini, je le quitte et repartir avec un autre. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes visages, d'accord. Je parle au sens figuré, bien évidemment, mais et parce qu'on peut aussi continuer à les attirer quelque part. Donc tant qu'on n'a pas vraiment fait cette restauration... les attirer, vous dites? Oui, les attirer. Parce qu'on est vulnérable. Les attirer. On a une faille narcissique, en fait. C'est pour ça qu'il est pervers narcissique. Parce que c'est parce que nous, on a une faille en down et que lui, il a une faille en up. Lui, il a une surestime de lui-même et nous en avons une sous. Comme moi, je crois en avoir beaucoup et que toi, tu crois en avoir pas beaucoup, je vais t'en donner un peu de ce que je suis prétendu avoir. Ou de ce que je suis prétendu être pour toi. Donc, une source de lumière dans ta vie. En fait, c'est deux personnes qui ont un trouble de l'estime de soi. D'accord. La question de l'estime de soi se pose alors. Ah ben c'est nécessaire. Pour la personne qui subit, je parle pour la personne qui subit. Bien sûr. Non, pour celle qui subit. Qui subit. Ah oui. Et ça, l'estime de soi, comment on l'a fait remonter quand elle est au plus bas? Parce que, bon, je généralise. Bon, il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps de ça, c'est Patricia qui avait sorti ça, sur l'estime de soi, montre que dans notre société, de notre histoire coloniale, etc., on nous a appris à nous détester, à ne pas nous aimer, nous trop noirs, nous trop indiens, nous trop chabins, nous trop toute qualité bitin, etc., par rapport à l'autre. Et ce qui fait que l'estime de soi a diminué, ce qui fait que ça fait naître beaucoup de complexes dans notre société, dans une famille. Il suffit qu'il y ait une qui soit chabine, une qui soit un petit peu plus... En fait, ce qu'on appelle le colorisme, obligatoirement, ça aussi, ça perturbe. Alors, est-ce qu'au niveau des coachs ou des psys, il y a une possibilité de faire remonter cette estime de soi? Je peux vous apporter un élément de réponse et après je laisse les collègues continuer. Ça ne me semble pas autant. C'est quoi l'enjeu de ta relation avec cette personne? Une question. Alors, on peut poser la question dans le cadre de la relation amoureuse, on peut la poser dans le cadre de la relation de travail, on peut la poser dans le cadre de la relation familiale ou amicale. Il y a des amis qui sont des pervers, ils ont bien profité d'eux. La question pour aider une personne victime, c'est qu'est-ce que tu recherches dans cette relation-là, ça? Et quand on fait le bilan, parce qu'il faut faire le bilan des gains et des pertes, quand on fait le bilan des gains et des pertes, est-ce que finalement, ce que tu avais pensé obtenir de cette relation, tu l'as? Et c'est sur ce constat-là qu'on va pouvoir considérer, je me suis fait avoir.
Après, la question, c'est comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Parce que tu ne peux pas travailler à séparer les gens quand les gens ne sont pas au clair sur les enjeux. Tout à fait. La conscientisation. OK, le bilan vient après. Qu'est-ce que tu voulais? Ah, et OK. Mais le mécanisme qui a fait que je me suis fait débrouiller, c'est lequel? Ah, j'avais une fausse croyance. Quand les gens me montrent de jolies dents, ça veut dire qu'ils sont gentils. Non, ça veut dire je mords bien. Ouais, c'est ça. Ouais, on va apporter aux gens les moyens de vérifier que, en fait, l'apparence, OK, lanterne pas, OK, vessie par lanterne. Ouais. Il peut faire belle riba, ouais. Mais en fait, c'était juste pour nous mettre les dents avec lesquelles on a été mangé. C'était pas pour te faire un bisou. C'est ça. Donc le pervers narcissique, il est conscient qu'il est Il est conscient de ce qu'il fait, mais il n'est pas conscient d'être une saloperie. C'est ça. Est-ce qu'il a eu des traumas? Parce qu'on peut penser qu'une personne comme ça, c'est une personne qui a eu des traumas, voilà. Des blessures, du rejet. Des malformations psychiques, émotionnelles. Oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que vous accompagnez des pervers? Est-ce qu'ils ne viennent pas? Ils viennent pas. Non, ils ne demandent pas. Ils n'ont pas besoin. Alors, il ne faut pas être une autorégulation en se disant alors aujourd'hui je suis pervers, ok, je vais voir Monsieur César pour raconter. Non, ce serait tellement plus simple. Mais ils sont totalement dans le déni, en fait. Oui, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ce sont les et autres, c'est là où justement c'est encore plus fort parce qu'ils démontrent que vous êtes le problème. Ils vont jusqu'à vous culpabiliser, vous dire mais non, moi je vais très bien, mais c'est toi qui vas pas bien parce que tu ne réagis pas comme avant, tu réagis différemment. Regarde tout ce que je te donne, regarde. Je te donne tout et toi tu vois comment tu réagis. Ils mettent toujours le problème sur l'autre. J'ai une question du coup d'un de mes abonnés que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'un groupe de personnes peut être toxique? Un groupe, une association, un groupe, parce qu'on parle souvent d'individus, de personnes, mais c'est important aussi une association, on peut avoir le chef des pervers avec les pervers. C'est ça, une association de malfaiteurs. Le comportement va être calqué, c'est-à-dire comme le dit M. César, un comportement avec un chef, avec un comportement de PN, les lieutenants, voilà, eh bien, ils vont calquer la même attitude, justement, et ça va rendre, justement, le groupe totalement toxique. Et puis ça dépendra aussi de l'influence que le chef, l'association de malfaiteurs, justement cette influence qu'il va avoir sur les autres, influence emprise, eux étant peut-être plus faibles, vont se retrouver pour plaire, parce que j'ai peut-être aussi ce besoin, on n'a pas parlé forcément de ça, mais ce besoin contrôlé d'être aimé, c'est un gros sujet aussi, qui va faire que je vais me mettre à calquer, comme tu disais Sylvia, le comportement de celui qui est le chef, le colonel malfaisant. Le général même. Le général, général. On va conclure alors juste quand même un petit tour de table avant de vous quitter parce que c'est un débat très intéressant. Est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir, psycho? Travailler sur l'identité du sujet victime. D'accord. Donc c'est un gros travail ça. Qui tu es? Pourquoi tu existes? Est-ce que c'est pour que les autres te mangent? Ou est-ce que c'est pour être dans la réciprocité? Comment ça se fait que cette personne ait pu profiter autant sur toi? C'est peut-être pas la première fois que ça t'arrive, mais comment ça se fait que tu en es là? Donc la question identitaire est fondamentale. Donc il ne faut pas être pressé de faire sortir l'emprise du pervers sur la personne. Il faut plutôt se concentrer sur comment je vais donner à cette personne les moyens de mieux comprendre sa vraie valeur et les mécanismes cachés qui, en lui ou en elle, ont fait qu'elle a été repérée comme une proie. Et c'est cette conscientisation-là sur le champ identitaire et le mécanisme caché qui fait que la personne va avoir la force de se dire « Ah, c'est pas ça que je veux ». Et c'est quand la personne dit « Je veux pas ça » qu'on peut lui donner un coup de main. C'est ça. Madame Brosse, c'est votre sentiment là-dessus? Je vais poursuivre avec le petit conseil, c'est s'autoriser à s'accepter et à être dans cette solitude, être seul. Seul, c'est-à-dire d'être dans sa complétude. J'ai nombreuses de mes patientes clientes, pardonnez-moi, qui enchaînent des histoires parce que voilà, je ne veux pas, là je monte sur moi, j'ai besoin d'être avec un homme, donc dès que j'en quitte un, j'ai besoin d'être avec quelqu'un parce que je ne veux pas être seule. Et on attire forcément des hommes qui ne sont pas forcément là pour, qui ne répondent pas aux besoins en fait, parce que le besoin qu'elles expriment, c'est d'avoir quelqu'un qui vienne nous compléter. Donc c'est souvent intéressant, en tout cas important, d'être dans cette complétude déjà,
d'accepter le fait qu'effectivement, il faut avoir des sas où on est ensemble, on peut ne pas être ensemble, et c'est OK. On peut aussi être dans cette plénitude et se dire que voilà, je prends du temps pour moi et ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Le mot final. Non, là, pour compléter tout ce qui a été dit, hein, alors moi j'ai pris l'image de la bouteille d'huile. La bouteille d'huile qui va représenter ma personne, mon estime, ma confiance, mon amour de moi, l'amour de soi. Eh bien, en tant que coach, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, bien sûr, se concentrer sur moi, donc en me faisant accompagner, mais dans toutes les petites actions que je vais pouvoir faire au quotidien, surtout quand j'essaie de sortir dans une relation toxique, encore plus avec un pervers narcissique, c'est soigner des petites actions où je vais prendre un temps pour prendre conscience, comme tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, donc en me faisant accompagner ou même seul dans un premier cadre de développement personnel. Ensuite, me dire, mais OK, je me suis certainement oubliée dans cette histoire. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire comme action pour me faire du bien? Puisque en me faisant du bien, en nourrissant le plaisir, eh bien, je vais automatiquement regagner en estime et en confiance de moi, puisque je vais venir nourrir et regarder la bouteille d'huile toujours remplie pour moi. Voilà, donc c'est rapidement. Hein? Donc, bien sûr, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place avec les professionnels que nous sommes. Mais c'est la première chose, c'est me concentrer sur moi, veiller à ce que ma fameuse... C'est une image, hein? Certains reconnaîtront une image particulière, mais c'est de se dire que je vais garder cette bouteille d'huile constamment remplie pour moi et ne pas la déverser, la vider pour me retrouver à sec et justement complètement mal, dans le mal-être et j'ai envie de dire sous emprise. Sandrine, on a répondu à toutes tes questions. Oui, et je vais terminer en disant qu'il est important effectivement de travailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est important, je pense. Et aussi, lorsque nous vivons, en tout cas, nous avons vécu des traumatismes ou des déceptions, il est important de faire un travail sur soi-même, de guérir de ces blessures, pour ne pas justement, comme disait Monsieur César, pour ne pas être la proie, en tout cas pour ne pas devenir d'un pervers narcissique ou alors d'une personne manipulatrice et toxique. Donc la confiance en soi et l'estime de soi. Merci Barbara pour ce débat qui est très instructif et nécessaire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui. Merci à Monsieur César.